Bienvenue pour cette nouvelle édition du Journal d'un agrologue. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous vous proposons la troisième et dernière partie de notre entretien avec le docteur Anthony Fardet, chercheur en alimentation préventive et holistique. Dans le dernier épisode, Anthony nous a montré les faiblesses d'une démarche scientifique basée sur l'approche réductionniste, c'est-à-dire qui part de la partie pour comprendre le tout. Face à cela, il préconise une approche de type holistique, c'est-à-dire qui part du tout pour comprendre les parties. C'est sur cette base que nous continuons le fil de notre dialogue sur la nutrition. Et tu travailles donc dans un institut de recherche agronomique. Et comment tes publications ont-elles été reçues et quelles nouvelles pistes de recherche ont-elles pu engendrer ? Alors, question difficile. Elles sont reçues... Moi, c'est vrai que vous avez compris que j'ai une approche holistique, très empirique. Donc c'est vrai que c'est pas forcément l'approche dominante dans la recherche académique en nutrition, qui est quand même à dominante plutôt réductionniste et hypothético-déductive, si vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est un peu du jargon, mais c'est pourtant le fond du fond. Donc si vous voulez, elles ont été reçues à la fois bien et moins bien. Moins bien, c'est quand vous publiez des papiers, et puis parce que vous savez que dans la science, quand on publie un papier, on soumet le papier, et il est relu ce qu'on appelle par des pairs. Donc c'est 2 ou 3 pairs qui relisent et qui disent on rejette ou pas le papier, ou il faut apporter des modifications. Donc si vous voulez, quand vous êtes holistique, qualitatif et empirique, si vous tombez sur des pairs ou des relecteurs qui sont plutôt ultra réductionnistes et pas du tout empiriques, ça peut être très compliqué. Parce qu'on est confronté à deux visions du monde différentes. Donc des fois c'est compliqué, il faut le reconnaître, ou pour des projets de recherche c'est plus compliqué, parce que si vous êtes évalué par quelqu'un plutôt d'ultra réductionniste qui pense que la seule science valable c'est la science réductionniste et hypothético-déductive, vous n'avez aucune chance, si vous voulez. Donc il y a aussi, malheureusement il y a de l'idéologie dans la recherche, ce que j'appelle les paradogmes, c'est-à-dire que le paradigme devient un dogme, qui n'est plus discutable. Et si vous voulez, en nutrition, cette approche réductionniste par nutriment est devenue un dogme dans certains endroits, et on ne peut plus la remettre en question. Alors qu'en fait, non, la recherche est faite d'ouverture, de débat. Si vous voulez, un scientifique est fait pour débattre. Comme disait, je ne sais plus quel penseur français, un chercheur qui refuse le débat scientifique ne peut plus être considéré comme un chercheur, car il a sombré dans l'idéologie et le paradigme. Donc non, la science est faite de débat et d'ouverture. Mais si vous voulez, c'est pas évident, parce que quand vous voulez changer de paradigme, il y a toujours des résistances. Si vous voulez, celui qui a dit que la Terre était ronde ou qu'elle était plate, je crois qu'il a pris des gros risques pour sa vie. Je sais pas comment il a terminé, mais en tout cas, ça a été compliqué. Ou la théorie de l'héliocentrisme par rapport au géocentrisme. Donc c'est toujours compliqué de changer de paradigme. Mais si vous voulez, les choses sont vraiment en train de bouger, parce que malgré tout, j'ai réussi donc à publier tous mes articles. C'est-à-dire tout ce que je vous ai dit aujourd'hui a été publié. Et on était très fiers que 2 de nos articles sur les analyses de l'approche holistique et réductionniste aient été publiés dans un des plus grands journaux au monde de nutrition humaine. Et on fait la couverture des numéros en 2014 et 2018. Donc c'est quand même le signe que les choses bougent et qu'il y a une vraie recherche aussi de scientifiques. Donc c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a une résistance et en même temps une ouverture. Mais c'est passionnant, parce que je pense qu'on est en train de basculer dans la recherche en nutrition. Je préfère dire alimentation. Il y a quand même un basculement qui est en train de s'opérer, parce que les gens voient bien qu'on est dans une impasse à tous les niveaux, avec ce fameux réductionnisme en fait, qui ne fait qu'aggraver la situation. Donc pour répondre à votre question, il y a les deux en fait. Il y a des oppositions, et puis il y a des gens au contraire qui trouvent ça formidable, et mes travaux, mes nouveaux concepts qui sont issus de l'approche empirique trouvent un écho formidable dans la société et dans les médias. Donc ça pour moi c'est ce qui me réjouit le plus. Après, au niveau académique et scientifique, c'est toujours plus compliqué, parce que, comme on dit, nul n'est prophète en son pays, vous connaissez l'adage. Et donc, mes travaux sont souvent mieux compris en dehors de la France qu'en France. Mais ça, c'est aussi quelque chose d'assez logique et d'assez classique. Mais c'est vrai qu'on pourrait se demander si en rajoutant un E derrière le sigle de l'INRA, donc qui veut dire Institut National de Recherche Agronomique et Environnementale, est-ce qu'on va mettre fin à ce qu'on a appelé la révolution verte, qui a quand même montré ses limites. Et si on se balade donc à Saint-Genès-Champanel, qui est le temple de l'INRA, quand on voit ces petits parterres d'herbes, qui j'imagine sont des herbes de différents types, avec ces fameuses vaches à hublot qu'on a créées pour voir si telle ou telle herbe était plus ou moins digeste.
Mais quand on vit sur les hauteurs de Clermont-Ferrand et quand on voit les agriculteurs travailler, les prairies sont naturelles, les vaches sont plutôt de race locale. Mais bon, on voit de temps en temps quand même quelques champs de maïs, quelques Primolstein, donc ces vaches noires et blanches, les usines à lait. Est-ce que vraiment aujourd'hui les recherches agronomiques sont là pour réconcilier l'agriculteur avec son métier qui est un sacerdoce et qui devient, je pense, assez incompréhensible, le fait de nourrir des vaches essentiellement avec du maïs et du soja et quasiment plus avec de l'herbe? Oui, alors très bonne question, merci. Donc toujours, j'aime bien contextualiser. D'abord, il faut bien comprendre l'INRAE, enfin, pourquoi ça s'appelle INRAE maintenant? Parce qu'elle a fusionné avec l'IRSTEA, qui était l'Institut public de recherche sur l'environnement. Et c'est une bonne chose, je trouve. Donc il y a les 3 piliers, agriculture, alimentation, environnement. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors il faut bien comprendre pourquoi l'INRA a été créé en 1946, après-guerre. C'était pour... parce que si vous voulez, pendant la guerre, on a vécu, comment on appelle ça, l'insuffisance alimentaire, la peur de manger, de ne pas savoir quoi manger. Il y a eu une grosse angoisse par rapport à ça, il faut bien comprendre ça. Donc si vous voulez, le gouvernement français a voulu créer un institut pour que la France soit autonome au niveau alimentaire et n'ait plus soit autosuffisante au niveau alimentaire. Et l'INRA, il faut bien comprendre, a été créé pour ça. Donc l'INRA a d'abord commencé par l'agriculture intensive, accompagner l'agriculture intensive, optimiser tout ça. Donc l'INRA a démarré dans un terreau très réductionniste, d'optimisation. On ne peut pas non plus lui jeter la pierre. C'est vrai qu'à l'époque, alors peut-être il aurait fallu choisir une autre piste, c'est-à-dire commencer directement avec l'agriculture bio et l'agroécologie à cette époque. Ça, personne ne pourra le dire, c'est trop tard. En tout cas, l'INRA a été créé dans ce sens, et pendant les 30 Glorieuses et pendant de nombreuses années, a accompagné ça. Donc optimisation au niveau de l'élevage, ce qui va donner les études avec les vaches à hublot, optimiser la viande, sélection des variétés de blé, sélection des variétés animales. Donc vous voyez, cette pensée réductionniste où on sélectionne juste quelques parties d'un système pour les optimiser. Ce qui amène aussi à une vision très manichéenne, c'est-à-dire que les autres parties du système qui n'optimisent pas ce système sont considérées comme négatives ou mauvaises, d'où les mauvaises herbes, d'où les nuisibles, d'où les haies. C'est-à-dire on enlève tout dans le système qui empêche d'optimiser quelques parties. Mais si ça peut être efficace sur quelques années, ça a été efficace on va dire pendant 40-50 ans, à long terme ça ne peut plus marcher. Parce que la résilience du système et sa bonne santé étaient liées au lien entre toutes ces parties. Donc dans une vision agroécologique ou bio, les mauvaises herbes ne sont plus des mauvaises herbes. Les haies ne sont plus à retirer. Parce que toutes les parties du système agissent en synergie et s'autoprotègent les unes les autres. Et c'est beaucoup plus viable à long terme. D'ailleurs, une étude scientifique est parue il y a quelques mois par des Scandinaves et ils ont voulu calculer si l'Europe à l'horizon 2050 pouvait être autosuffisante au point de vue alimentaire avec seulement de l'agroécologie. Alors c'est plus large que la bio. Et bien la réponse est oui, dans leurs calculs. Alors c'est des calculs sur le papier, on est d'accord. En tout cas, la réponse était oui. Et donc pour répondre à votre question, l'INRA a démarré là-dessus. Et en ce moment, l'INRA est dans une transition, c'est-à-dire qu'il prend bien conscience des dérives de cette vision ultra-réductionniste, parce que le fond, il est là, il faut bien le comprendre. Et donc ça a donné aussi les ultra-transformés, il n'y a pas de secret, c'est-à-dire qu'on a craqué les aliments, on a étudié l'amidon séparément, on a fait des recherches ultra-réductionnistes. Donc je pense qu'aujourd'hui, des instituts comme l'INRA ont prennent progressivement conscience des dérives de cette façon de voir les choses. Et je crois qu'il est en train de revenir à des approches plus transversales et holistiques. Et je suis très fier d'accompagner cette transition au sein de mon propre institut. Et donc je pense qu'il a un peu le cul entre deux chaises, un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. Voilà. Je pense qu'on est vraiment dans la transition en ce moment. Mais je pense que si cet institut prend conscience d'une nouvelle vision, c'est-à-dire rééquilibre, c'est-à-dire revient vers des visions plus holistiques, plus multidimensionnelles, ça peut être aussi un formidable outil pour aller vers quelque chose de très durable en fait. Donc voilà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut qu'il y ait une réforme au niveau de l'INRA et qu'elle accepte des approches très empiriques, holistiques, et qu'elle sorte un peu de cet ultra-réductionnisme agronomique dont on voit aujourd'hui malheureusement, on ne voit malheureusement aujourd'hui plus que les effets délétères. C'est-à-dire pendant les 30 Glorieuses, on a vu les effets positifs, l'autosuffisance alimentaire, tout ça. Maintenant, on se rend compte que les sols sont épuisés, que la monoculture n'est pas résiliente au changement climatique, que les espèces et variétés anciennes d'animaux et de végétaux finalement sont plus résistantes au changement que des variétés qu'on a optimisées mais qui sont très fragiles. Et ça répond à votre question. Donc en fait, il faut revenir maintenant vers la biodiversité, parce que le mot diversité est un concept holistique. Qui dit diversité dit forcément une approche globale et holistique. Donc je pense qu'il faut vraiment aller dans cette direction. Je participe comme d'autres à aller dans cette direction, j'espère.
Mais c'est pas facile, parce que si vous voulez, l'ancien monde résiste toujours, parce que l'ancien monde, c'est quand même des bénéfices, enfin c'est quand même des profits financiers gigantesques, si vous voulez, notamment pour le privé. Parce que si vous voulez, le réductionnisme et l'ultra-réductionnisme est très rentable. L'ultra transformé est très rentable, vendre des engrais pour les grandes multinationales de produits chimiques, c'est très rentable. Donc c'est lié au réductionnisme, hein, à l'agriculture intensive conventionnelle. Donc si vous voulez, il y a tellement d'argent en jeu que c'est le principal frein à l'évolution vers plus d'holisme. Mais plus d'holisme, il faut reconnaître que ça va être moins rentable. D'aller vers des approches plus globales, par exemple dire aux gens manger moins transformé ou 3V, c'est infiniment moins rentable que de continuer à vendre des ultra-transformés qui d'un côté vous rendent malade et les mêmes vont vous vendre des ultra-transformés allégés en sucre, salé, gras ou enrichis en vitamines pour corriger les effets des autres ultra-transformés. Mais c'est les mêmes. Donc en fait, ils créent le problème et ils disent c'est nous qui allons le résoudre. Donc c'est très rentable en fait, très rentable. Et donc il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas sortir de cet ultra-réductionnisme parce que ils craignent pour leurs bénéfices. Mais moi je dirais de manière optimiste, et je conclurai sur cette question, qu'au contraire, il faut plutôt raisonner en termes de gagnant-gagnant. Et je pense qu'en revenant vers des choses plus durables, on peut gagner autant d'argent, parce qu'il n'y a pas de honte à gagner de l'argent. Et en fait, il n'y a pas de raison qu'ils gagnent forcément moins. Donc en fait, c'est un très mauvais calcul, parce que si vous voulez, ces aliments ultra-transformés sont peu chers à l'achat, mais ont des coûts cachés immenses pour la santé et l'environnement. Donc en fait, ils coûtent très cher. Il faudrait mieux mettre un peu plus cher. Derrière, il n'y a pas les coûts environnementaux et de santé. Et donc en mettant un peu plus cher au départ, avec une vision à long terme et holistique, en fait, c'est pas cher. Vous voyez ? Mais comme on raisonne toujours à court terme, on court, on a la tête dans le guidon et puis on se dit j'ai pas d'argent, j'achète de l'ultra transformé. Mais malheureusement, les coûts de santé et environnementaux sont gigantesques. La vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs. Dans nos cerveaux grillés, La vérité est ailleurs. y a des écrans de fumée. La vérité est ailleurs. Dans nos cerveaux grillés, La vérité est ailleurs. y a des écrans de fumée. Qui choisit pour toi celui qui s'adresse à toi? Qui choisit pour toi le contenu que tu écouteras? À l'heure du repas entre deux publicités, il y aura toujours un connard prêt à déballer les pires insanités qui choisira de glorifier l'économie pour que t'en oublies un peu de penser à ta vie. On pourrait t'enseigner de savoir utile, mais on préfère te savoir futile. La menace est réelle, on te maintient dans le matériel, l'ordre mondial, tu parles d'un bordel. Des vautours juchés sur une poubelle, sécheresse et pollution pour le bas de l'échelle. À les entendre, toute cette misère n'est qu'un corollaire, une fatalité, c'est notre triomphe La identitaire. vérité est ailleurs. Dans nos cerveaux grillés, La vérité est ailleurs. y a des écrans de fumée. La vérité est ailleurs. Dans nos cerveaux grillés, La vérité est ailleurs. y a des écrans de fumée. Mon cœur gercé, bois ton amour. On se fait la guerre au lieu de se faire la cour. On se fait la guerre au lieu de se faire la cour. La vérité est ailleurs, demande à Elon Musk. Mais pour moi, Mars, c'est ton odeur de musc. La vérité est ailleurs et pourtant si près. Mais ça, on l'oublie car l'ego s'y prête bien au jeu de qui a les pépettes. La vérité est ailleurs. Dans nos cerveaux grillés, La vérité est ailleurs. y a des écrans de fumée. La vérité est ailleurs. Dans nos cerveaux grillés, La vérité est ailleurs. y a des écrans de fumée. La vérité est ailleurs, paraît que c'est des reptiles qui nous gouvernent. Sache que le venin est d'abord dans nos cœurs pour ta gouverne. Vous venez d'écouter le titre « La vérité est ailleurs » du groupe Nobo Photo, un groupe local clermontois. Retrouvons tout de suite notre invité, Anthony Fardet. Et justement, ce manque de transversalité que tu dépeins d'une certaine façon, qui pourrait inclure beaucoup plus de domaines, c'est-à-dire la médecine, en même temps que la nutrition, l'agroécologie, l'agroforesterie. Est-ce que, justement, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas vers ce type de recherche, ou alors est-ce que les financements qui pourraient aller dans le sens de ce type de recherche, au final, sont presque inexistantes, puisque les grands groupes agroalimentaires préféraient financer justement des projets basés sur le réductionnisme?
Oui, alors c'est aussi une très très bonne question qui est le cœur du problème. En effet, vous avez raison. Le problème des grands groupes, enfin le problème, oui, c'est quand même un problème, c'est que ces grands groupes ont des lobbies très puissants. Donc ils interviennent partout. Donc ils peuvent même influencer les appels d'offres à projets et les orienter dans le sens de... Et limiter justement les appels à projets qui donneraient beaucoup d'argent, une approche plus holistique, plus vertueuse à long terme. Après, je ne suis pas dans les petits souliers donc, de tous ces gens-là, je ne sais pas ce qui se passe, je ne peux pas le dire, mais pour avoir discuté avec des chercheurs qui sont spécialisés dans ces questions-là, c'est effectivement ce qui apparemment se passe. Donc en fait, comment faire bouger les choses, c'est pas évident. Ça va être une prise de conscience. À long terme, je crois surtout à la vertu de l'éducation. Et plutôt de sensibiliser le grand public, parce que si vous voulez, si à un moment les gens arrêtent d'acheter de l'ultra transformé ou moins, d'acheter de plus en plus de bio ou d'aliments dont ils contrôlent l'origine parce qu'ils sont plus éduqués, c'est eux qui vont tirer le système. Parce que si vous voulez, on s'en prend au lobby, mais je pense qu'il faut mettre toutes ses billes sur l'éducation parce que ils sont très puissants, donc ils font un peu ce qu'ils veulent, mais par exemple, un lobby peut bien verser des milliards ou 1 million où il veut à un député ou pour influencer des lois. Si on arrête d'acheter les produits, ça ne change rien. Il peut verser 10, 100 milliards. Si les gens ne veulent plus acheter les produits, vous connaissez la phrase de Coluche, quand je pense qu'il suffirait de ne pas acheter le produit pour pas qu'il se vende. Donc en fait, c'est un peu ça l'idée. Donc en fait, si vous voulez, le lobbying a autant de pouvoir parce qu'on continue à acheter les produits. Donc quand il y aura de plus en plus d'agriculteurs qui vont se convertir à l'agroécologie, l'agroforesterie, permaculture, agriculture bio, ou que sais-je encore, il n'y a pas que le bio, il y a plein il peut y avoir plein de pratiques hybrides, vertueuses. Moi je crois à la multiplicité des solutions de toute façon. Si les gens se remettent à cuisiner ou alors achètent des produits industriels qui ne sont pas ultra transformés, donc valorisant des petites entreprises, par exemple je pense à Selnat au Puy-en-Velay, qui fait des produits, des féculents, légumineuses et céréales complètes, peu transformées, avec une très bonne qualité matricielle. Voilà, si les gens qui ont le pouvoir entre leurs mains, on dit manger c'est voter, mais c'est vrai, si les gens changent leur habitude alimentaire et comprennent que l'acte alimentaire, il n'y a rien de plus précieux, parce que l'alimentation, ça soutient la vie, et la vie n'a pas de prix. Donc ce qui soutient la vie n'a pas de prix finalement. Donc quand il y aura cette prise de conscience, c'est ça je pense qui va faire bouger les choses. Mais si vous voulez, tant que les gens vont continuer à acheter de la malbouffe ultra transformée, ce que Montero, le fondateur de Nova, appelait la malbouffe de très bonne qualité. Donc c'est un oxymore. Pourquoi il utilisait cet oxymore? Pourquoi elle est de très bonne qualité? Parce qu'elle vous est présentée bon pour la santé. Elle est très bien marketée, c'est pas le cas. Donc c'est de la malbouffe de très bonne qualité. Donc tant que les gens continueront à acheter ça, les lobbies auront toujours du pouvoir, etc. Alors ce n'est pas dire que le consommateur est responsable, mais c'est dire que pour que les choses changent, souvent les choses ont changé par le... Alors par le bas, c'est pas péjoratif dans la bouche, par le bas ça veut dire par le grand public et la société, et par les plus jeunes. Donc moi je crois beaucoup plus à la communication, la sensibilisation, la formation, l'éducation. Je pense que ça a toujours été la voie royale à long terme. Comment envisager donc une nouvelle agronomie et concilier les défis techniques du réchauffement climatique et ses besoins de mieux nourrir l'humain? Nous, on est ambitieux, mais dans le bon sens j'espère du terme, c'est-à-dire que pourquoi on a élaboré la règle des 3V, c'est ce qu'on dit nous en tant que scientifiques, développer des systèmes de polyculture élevage adaptés aux conditions pédoclimatiques, adaptés à vos traditions. C'est ce que j'appelle la régionalisation des régimes sains et durables. C'est-à-dire que la règle des 3V, c'est un cadre conceptuel et générique qu'on va utiliser pour décliner localement les meilleures solutions qui vont être personnalisées et locales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul pays qui va développer sa propre... Enfin, il n'y a pas une solution mondiale. C'est-à-dire que c'est à chaque pays de développer. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on vous donne le cadre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tenir compte des 3 dimensions dans la chaîne agroalimentaire. Vrai, végétal, varié. Donc après, par exemple, il y a des pays qui sont désertiques, ne l'oublions pas, les déserts de neige, Scandinavie, et les déserts de sable, comme par exemple l'Égypte. L'Égypte a 110 millions d'habitants, elle ne peut pas nourrir avec ce qui est produit, elle ne peut pas, ces 110 millions d'habitants. Elle est obligée d'importer. Donc dire du 100% local n'a pas de sens. C'est utopiste, c'est une utopie qui n'est pas viable. Donc le problème n'est pas de faire du 100% local, du 100% de saison, parce qu'il y a des pays, par exemple en Scandinavie, s'ils mangeaient que 100% de saison, je crois qu'ils auraient des famines, franchement, parce qu'à l'hiver, ils ne poussent pas grand-chose. Donc c'est plutôt d'essayer de trouver, à chaque pays de trouver sa solution, la plus durable possible, en fonction de la socio-économie, de ses traditions, de ses goûts et dégoûts, des conditions pédoclimatiques,
des conditions agronomiques, de la qualité de ses sols, mais toujours en ayant en tête ces trois dimensions, le vrai, le végétal et le varié, en essayant d'y tendre le plus possible. Alors il y a des pays qui pourront peut-être pas y arriver beaucoup, il y a des pays qui pourront parfaitement s'y adapter. Par exemple, on ne va pas demander aux Inuits de manger 15% de calories animales par jour, puisqu'ils sont à plus de 80%, c'est la base dans les pays nordiques. L'idée, c'est plutôt de dire qu'on ne va pas extrapoler le régime inuit à toute la planète, parce que là, du coup, il faudrait 5 planètes Terre pour nourrir toute l'humanité. Donc, c'est quelques millions d'habitants, les Inuits, donc il n'y a pas de souci s'ils mangent 80% de calories animales. Donc, vous voyez, la règle des 3V, il faut l'avoir en tête, mais je pense que, pour répondre à votre question, d'une manière très holistique, très conceptuelle et très théorique, voire générique, c'est comment décliner ces 3 dimensions en fonction de la réalité de chaque pays, et d'essayer de trouver la solution la plus durable. Mais ne pas faire ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire continuer à soutenir au niveau de la PAC l'intensif, les grandes monocultures qui s'agrandissent de plus en plus au détriment des petits paysans, des petits producteurs. Il faut arrêter l'ultra-transformation à outrance. Il faut vraiment... moi, je crois à la complexité et je crois à la diversité des solutions en fonction des pays, des régions. Par exemple, on peut très bien imaginer un régime 3V auvergnat, un régime 3V lillois, breton. En fonction, voilà, par exemple, en Bretagne, on va peut-être... les 15% de calories animales, ce sera peut-être plutôt des produits de la mer. En Auvergne, ce sera peut-être du mouton, de la viande de bœuf, du fromage, voilà. Vous voyez, donc c'est plutôt ça l'idée. Voilà où j'en suis dans mes réflexions. Ainsi se termine notre entretien avec le docteur Anthony Fardet. Nous vous rappelons que son dernier ouvrage « Pourquoi tout compliquer ? Bien manger et si simple » est disponible en ligne et dans de nombreuses librairies. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker et partager si vous avez aimé notre contenu. À très bientôt.